On va passer à une initiative que tu as montée. C'est un hommage à la collection Gore du Fleuve Noir. C'est donc une collection qui s'appelle Trash. Et qui donc réhabilite un petit peu le Gore. Raconte-nous un petit peu le début de l'aventure et puis après, qu'est-ce que tu y as fait D'accord. Alors, Gore, donc déjà pour replacer un petit peu, 1985-1990, 2 bouquins par mois, 118 titres. Des bouquins vraiment abjects, dégueulasses, sans tabou, du sexe, du sang, les deux mélangés, qu'on pouvait trouver partout dans les supermarchés, dans les gares. Enfin voilà, c'était assez un phénomène, je pense, qui est lié à l'esprit des années 80 et à l'esprit de toutes ces pellicules Gore aussi qu'on trouvait dans les vidéoclubs. En fait, c'était la déclinaison. D'ailleurs, c'est une collection qui est assez liée au cinéma. On est parti du principe avec un ami, Article, que ça n'existait plus en tant que collection. Évidemment, depuis 1990, des récits Gore étaient sortis, ça c'est une évidence, mais il n'y avait pas à notre connaissance une véritable collection de romans. Donc on s'est lancé, on a été aidé par Robert Darvel, pour le coup du Carnoplast, qui nous a permis de nous lancer, qui nous a expliqué, qui nous a fait des mises en page, etc. On a sollicité des auteurs parmi nos contacts, et puis en juin 2013, on a sorti nos 3 premiers titres. Et maintenant, on sort 6 titres par an, par 2 salles de 3 en fait. 3 au premier semestre, 3 au second semestre. Avec des titres doux et légers comme Nécroporno par exemple. Oui, Nécroporno, Murder Prod, Pestilence, Silence Rouge, Hémorragie. Tout pour bien dormir. Voilà. Le tien c'est Pestilence. Alors j'en ai écrit 2. Alors j'ai écrit Pestilence qui est le numéro 2 sous le pseudo de Deguelus. Je trouvais que ça rendait bien. Donc c'est l'histoire d'une enquête d'un médecin de la pestilence avec les grands becs au Moyen-Âge pendant l'épidémie de peste noire. En fait, il essaye de voir d'où vient cette peste, une peste un peu particulière. Et j'ai écrit également Garbage Rampage, qui est un hommage pour le coup au VHS des années 80 dont je parle, dont je parlais un petit peu plus tôt, où cette fois-ci c'est un duo de flics qui enquête sur une vague de disparitions dans le New York des années 80 et pour lesquels ils se rendent très vite compte que c'est des créatures mutantes qui en sont à l'origine, qui vivent dans les égouts. Beaucoup de fun pour cette collection Gore. Ah oui. Beaucoup de belles réactions. Tu t'attendais à cette espèce d'enthousiasme un petit peu autour? Oui, alors non, je m'y attendais pas. Ça a été une vraie surprise. Tout de suite, on a eu beaucoup d'échos positifs. On a eu aussi de très beaux accueils sur les festivals, malgré nos couvertures, malgré le thème, malgré qu'on ne vende qu'aux personnes majeures, parce que il y a vraiment du sexe explicite, en full frontal, on pourrait dire. Donc non, on a toujours été bien accueillis, il y a eu des bonnes réactions et les gens ont trouvé ça, c'est là où ça nous fait plaisir, bien écrit. C'est-à-dire qu'ils se disent, moi j'attendais des récits Gore un peu vite écrits, bâclés, etc. Et ils ont trouvé ça au contraire bien écrit, donc ça fait toujours plaisir, ce genre d'accueil. Et alors il y a peut-être une petite récompense, il y a Christian Villa qui a été un des membres de la collection Gore Fleuve Noir que vous avez publié. Oui, alors on a 2 anciens pour l'instant de la collection Gore. On a Christian Villa qui est revenu signer donc, sous le pseudo de Chris Villa, qui n'avait pas utilisé depuis son futur. Donc Murder Prod, qu'il a signé chez nous, qui est un de nos plus trash, pour le coup, plus sombre. Et on a également Brice Tarvel, qui nous a fait confiance à 2 reprises pour nous confier la réédition de Silence Rouge, qui était initialement un livre qui devait sortir chez Gore et qui était sorti chez un autre éditeur, et qui là, le mois prochain, sort un inédit chez nous qui s'appelle Charles Tango. Et on espère que c'est que le début de cette passerelle. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie d'être uniquement dans la nostalgie, d'aller chercher que des anciens de la collection. Il y a des nouveaux, mais on est content aussi qu'il y ait ce lien-là. On va parler musique aussi, encore un sujet doux et délicat avec de la drogue. Alors peut-être déjà, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que le stoner? Oui, bien sûr. Alors le stoner, c'est un mouvement musical qui émerge à la fin des années 80, au début des années 90, principalement aux États-Unis et principalement dans le sud de la Californie, dans tout le désert autour de Joshua Tree, etc. Alors, comment ça se passe? Il y a pas mal de petits groupes à l'époque, du circuit vraiment indépendant, qui ont envie de prendre le contre-pied de tout ce qui est heavy metal à l'époque, avec les rythmes ultra rapides, le jeu suraigu, etc. Ils ont envie de casser ça et de faire une sorte de retour aux sources du blues rock des années 70, des power trio notamment, comme Grand Funk Railroad ou même à la Led Zeppelin, etc. Et donc ils vont faire leur groupe, vont former leur groupe et ils vont partir jouer dans le désert en emmenant des groupes électrogènes pour faire ce qui sera finalement des rave parties version rock avant l'heure.
il s'installait dans le désert, circulait les LSD, les champignons, etc. Et c'était des free parties, quoi. Tu peux nous raconter peut-être un petit peu l'histoire et puis ton personnage de punk junkie Oui. Alors en fait, donc Stoner Road se passe vraiment pas tout à fait au début de ces scènes alternatives et indépendantes, mais un petit peu après. On est au milieu des années 90 et on suit les aventures d'un jeune homme toxicomane qui a beaucoup fréquenté ce milieu-là et puis qui est maintenant tellement shooté en permanence qu'il devient un peu feignant, qu'il vit replié sur lui-même. Et voilà, comme il a vraiment aucune ambition et que c'est un loser complet, sa copine finit par le quitter. Elle dit j'en ai marre de cette vie-là, je me casse. Et lui, il entreprend de la reconquérir, quoi. Il veut la rattraper, recoller les morceaux, sauf qu'elle est partie justement à aller faire la fête, se changer les idées dans une générateur party. Donc il y va, il arrive un peu tard évidemment, pour découvrir qu'il y a eu beaucoup de disparitions. Ce n'est pas la seule qu'il ne retrouve pas. Il y a pas mal de gens qui manquent, des gens qui sont à la recherche de leurs proches, qui étaient là à cette fête. Et quand il interroge les gens qui étaient témoins, qui étaient là, beaucoup ont des souvenirs très très flous en disant il y avait une drogue qui a circulé, c'était génial, on a trippé comme jamais, mais on se rappelle plus de grand chose. Et en faisant cette enquête, il finit par rencontrer un autre personnage qui s'appelle Luke, qui lui est à la recherche de sa sœur, mais alors qui n'est pas du tout du même monde. Lui c'est le redneck pur jus, fan de Chuck Norris, texan, bien réac. Il est là juste parce qu'il cherche sa sœur en fait, mais il ne partage pas du tout ce goût pour le rock, la musique déviante et encore moins la drogue. Et ils vont devoir tous les deux s'allier finalement pour partir à la recherche de leurs disparus respectives. Et s'ensuit, j'espère, un roadbook dynamique et assez halluciné, puisque Josh, qui est donc un junkie, continue à prendre de la drogue et ses tripes, ses délires sont petit à petit envahis par une espèce de présence qui en prend le contrôle, chose qui est complètement inédite. Parce que jusqu'à présent, il était assez malin dans sa consommation de drogue, il maîtrisait quand même un peu ses délires, il savait quoi prendre pour redescendre tranquillement, etc. Et là, il perd complètement le contrôle.